7 personnes ont été placées en détention provisoire ce mois d'avril pour avoir exprimé leur opinion après les manifestations à Tuliar et Vatmanj, une répression dénoncée par les politiciens qui estiment qu'elle aggrave la pauvreté et nuit à la paix comme à la bonne gouvernance. Le nouveau décret Messier, attendu depuis des années, remplace enfin un texte vieux de 20 ans. S'il marque un progrès face aux défis environnementaux actuels, sa mise en œuvre concrète reste incertaine. L'État appliquera-t-il ce décret à ses propres projets ? De l'actualité internationale, une petite fille qui n'avait même pas 1 an a été tuée dans une frappe israélienne à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. La famille, plusieurs fois déplacée, dormait sur le toit de la maison. Depuis la fin de la trêve, il y a près d'1 mois, les frappes israéliennes ont tué plus de 1650 personnes à Gaza, selon le Hamas. Les 4 personnes arrêtées lors de la manifestation contre Bas Tuliar le 6 avril dernier et les 3 personnes arrêtées à Vatmanj pour leur action contre l'installation de maires non élus par le peuple, selon les résultats de la CENI du 12 avril, ont toutes été placées en détention provisoire après leur comparution devant le tribunal cette semaine, soit un total de 7 personnes placées en détention provisoire ce mois d'avril pour avoir exprimé leurs opinions. La pauvreté et les difficultés qui frappent déjà les ménages sont aggravées par la répression exercée par le régime actuel, qui empêche le peuple d'exercer sa liberté d'expression. Ces emprisonnements ne sont pas une solution pour construire la paix, ni pour assurer une bonne gouvernance, selon les politiciens. Il devrait faire preuve de sagesse, car aujourd'hui, le peuple est trop souvent provoqué, intimidé, réprimé dans son droit à s'exprimer. Qui est réellement protégé? Comment garantir la paix et l'ordre pour le peuple dans ces conditions? Le déploiement massif des forces de l'ordre dans les rues ne sert ni la paix ni la démocratie. Ce genre de démonstration de force ressemble davantage à une intimidation, un message clair lancé à la population: si vous bougez, vous aurez encore droit aux bombes lacrymogènes. Ce politicien souligne que l'intimidation et la dérive autoritaire, en réponse à des désaccords politiques, ne servent pas l'intérêt du pays. Les dirigeants doivent revoir leur manière de gouverner, corriger leurs pratiques de gestion, prêter attention aux plaintes du peuple et faire vivre la démocratie. Pour moi, restreindre la liberté d'expression n'est pas acceptable pour les Malgaches. Le peuple vit déjà dans une grande pauvreté, il ne lui reste plus que la parole. Et pourtant, on veut encore lui imposer le silence. Tout le monde doit respecter la loi, c'est évident. Mais le président, en tant que dirigeant, a la responsabilité de prendre en main les affaires nationales pour faire avancer le pays. Il n'y a rien de mal à cela. Malheureusement, jusqu'à présent, cette volonté d'avancer ensemble avec le peuple semble absente. On attend toujours des résultats concrets. Mais ce que je ressens aujourd'hui, c'est que le pays prend une mauvaise direction. Ce n'est pas une nouveauté. Obstruction, arrestation et emprisonnement sont des méthodes déjà utilisées par le régime Radouil dès qu'une mobilisation populaire émerge. Mais restreindre la liberté d'expression, un droit fondamental inscrit dans la loi, nuit à l'image du pays et freine l'avancée démocratique. Le verdict du pôle anticorruption est tombé ce jeudi 17 avril 2025. Le député de Swavnandjin et un de ses complices ont été condamnés à 10 ans de prison ferme, assortis d'une amende de 60 millions d'ariar. Ils avaient été arrêtés par les forces de l'ordre dans la nuit du 24 décembre 2024 à Deiruk, dans le district d'Ambuyachim, en possession d'environ 112 tortues protégées, objet d'un trafic illégal. Les autres personnes impliquées dans l'affaire ont quant à elles écopé de 4 ans de prison ferme. En plus des peines prononcées, l'ensemble des accusés devra s'acquitter de dommages et intérêts à hauteur de 2 milliards d'ariar. Le nouveau décret Messier, mis en compatibilité des investissements avec l'environnement, est officiellement entré en vigueur. Attendu depuis des années, ce texte remplace un décret vieux de 2 décennies, jugé obsolète face aux enjeux environnementaux actuels.
Si la révision est saluée, l'enjeu désormais, c'est son application réelle sur le terrain. Car derrière les intentions affichées, les doutes persistent. La question des moyens se pose avec acuité. Mener une évaluation environnementale stratégique exige du temps, mais surtout des ressources financières. Or, avec seulement 0,8% du budget national, le ministère de l'Environnement reste largement sous-financé. Certains plaident pour une revalorisation de son statut, voire sa transformation en vice-primature. Car si les lois existent, leur application fait souvent défaut, entravée parfois par la corruption. Autre point d'interrogation, l'État appliquera-t-il ce décret à ses propres projets? Le cas de l'autoroute nationale, dont le permis environnemental a été délivré en 2023, soulève déjà des inquiétudes. Des modifications de tracé ont été constatées sans communication préalable et des populations affectées dénoncent l'absence d'indemnisation juste. La seconde phase du projet attend un financement de la BADEA entre 250 et 350 millions de dollars. Mais une question reste en suspens. Quelle garantie que les engagements environnementaux seront respectés? Les bailleurs internationaux sont eux aussi interpellés. Leur responsabilité est engagée. S'assurer que les projets qu'ils soutiennent soient légaux, respectueux des normes sociales et environnementales. Le décret Messier révisé s'inscrit aussi dans le cadre des engagements pris auprès du FMI via la Facilité pour la résilience et la durabilité. Reste à savoir si le Fonds monétaire international fera preuve de fermeté en cas de non-respect des règles. On attend également l'impact de ce décret sur les nombreux projets miniers controversés, à l'instar de Bastouliar. Certains projets disposent encore de permis valides pour 5 ans. Pour les autres, une actualisation est obligatoire et devra se conformer aux nouvelles dispositions. Le projet Bastoliara est concerné. Un nouveau permis ne sera délivré qu'après mise à jour et examen approfondi. Le gouvernement saura-t-il imposer ses règles aux investisseurs, publics comme privés, ou cédera-t-il une fois de plus à la logique économique au détriment de l'environnement? Le décret Messier impose désormais un permis environnemental pour tout type de projet touristique, scolaire, hospitalier ou même de remblayage. Catégorie A, autorisation délivrée par l'Office national pour l'environnement. Catégorie B, par le ministère concerné. Catégorie C, par les autorités locales. Reste à prouver que Madagascar ne se contente plus d'écrire des lois, mais qu'il est aussi capable de les faire respecter. On dit que l'opposition trouble toujours l'ordre public lorsqu'elle prévoit des actions dans le pays, qu'elle n'est pas autorisée et elle est empêchée de les mener. Le préfet d'Atananarivo a également averti qu'aucun acte de perturbation ne sera toléré pendant la visite du président français et le sommet de la Commission de l'océan Indien. Des mesures seront prises contre ceux qui descendront dans la rue. Pourtant, c'est le devoir du peuple et de l'opposition de manifester en cas de désaccord ou d'irrégularité dans les actions des dirigeants. Il est donc inexact de qualifier l'opposition de perturbatrice lorsqu'elle exprime ses opinions dans la rue. Le préfet ne voit-il pas à la télévision ce que font les peuples à l'étranger? Lorsqu'il y a des irrégularités, ils descendent dans la rue pour se faire entendre. J'informe le préfet que, lorsque Macron sera ici, certains brandiront des banderoles pour revendiquer les îles éparses. Va-t-on les qualifier de perturbateurs? Ils ne troublent pas l'ordre public, ils expriment simplement leur amour pour leur patrie. Le préfet enverra-t-il les forces de l'ordre pour les réprimer? Le préfet est dans l'erreur. Les dirigeants ont le devoir de revendiquer les îles éparses lors de la visite du président français à Madagascar. L'État ne devrait pas empêcher, mais au contraire, laisser le peuple descendre librement dans la rue et brandir des pancartes à cet effet pour que le président français constate directement la volonté populaire concernant la restitution de ces îles. Il faut les laisser revendiquer librement leurs îles. Les dirigeants devraient les soutenir normalement. Ce qui m'intrigue aussi, c'est que le président Macron ne sera pas reçu dans un palais d'État comme Yavlu ou Ambutsuruit, mais au palais d'Andafiavarat. Un président étranger devrait pourtant être accueilli dans un palais d'État.
Et si l'opposition soulève cette question, sera-t-elle encore accusée de perturbation? Dès qu'on descend dans la rue, on parle tout de suite de troubles ou de tentatives de coup d'État. Pourtant, les habitants de Tuléar ont manifesté récemment. Comment peut-on dire qu'il s'agissait d'un coup d'État? Ce régime montre sa faiblesse. Il convient de rappeler qu'Anjadouil avait promis de récupérer les îles Séparses lorsqu'il a pris le pouvoir en 2019. Pourtant, 7 ans plus tard, aucun résultat concret n'a encore été obtenu. Le peuple attend désormais que le président ose poser cette revendication face à son homologue français lors de leur rencontre bilatérale du mercredi 23 avril prochain. De mauvaises interprétations du mot développement sont visibles à Madagascar. Le régime actuel se contente de construire quelques infrastructures et s'en glorifie, comme si cela suffisait à faire progresser le pays. Selon les normes de la Banque mondiale et des pays développés, le véritable développement se mesure par la qualité de vie des citoyens. Au-delà d'un bon produit intérieur brut global, c'est le PIB par habitant qui est déterminant et il devrait dépasser 15 $ par jour. À Madagascar, il reste inférieur à 3 $. Le développement commence lorsque la dignité humaine est pleinement garantie. Cela signifie un revenu suffisant pour vivre dignement, un accès à une éducation et à un emploi décent, stable et sûr, la liberté de vivre en paix, une alimentation suffisante et une couverture santé efficace en cas de maladie. C'est cela le fondement du développement. Le niveau de vie et l'espérance de vie sont des critères importants pour mesurer le développement. Mais il y a aussi la capacité des gens à faire ce qu'ils veulent, manger, se soigner, étudier, voyager où ils veulent, et prendre l'avion. Tant que ces libertés ne sont pas accessibles, cela veut dire qu'ils vivent encore dans la pauvreté. Il existe plusieurs définitions du développement, mais concrètement, tout tourne autour des moyens. Avoir les moyens, c'est avoir la liberté de faire ce qu'on veut. C'est ça, le vrai développement. À l'île Maurice, dont les représentants sont attendus à Tal Najif pour le sommet de la COI, leur PIB est 20 fois supérieur à celui de Madagascar. Même les Comores, que Madagascar devait dépasser il y a 6 ans, affichent aujourd'hui un PIB 3 fois plus élevé. Ces invités savent très bien, dès qu'ils quittent leur pays, que Madagascar est pauvre, et repeindre les trottoirs ou les murs qu'ils verront à leur passage dans la capitale ne suffira pas à masquer la réalité de la pauvreté malgache. Le soutien aux entrepreneurs qui œuvrent dans le secteur de la transformation des ordures reste aujourd'hui insuffisant. Plus de 95% des ménages malgaches cuisinent encore en charbon de bois, contribuant à la déforestation. Il est donc crucial de diversifier les sources d'énergie et de valoriser les ordures, tant par la production d'énergie renouvelable que par leur recyclage en objets artisanaux et artistiques. De nombreuses sociétés se lancent dans ce secteur actuellement. Cependant, les acteurs privés manquent encore de moyens pour se développer pleinement. Selon la présidente du GADAM, ou groupement des acteurs de déchets et alternatives écologiques de Madagascar, ce sont de jeunes entreprises, avec peu de moyens pour développer leurs activités. C'est l'un des principaux défis auxquels font face les membres du GADAM. Il est également essentiel de renforcer les actions de sensibilisation. Certains membres du groupement sont déjà engagés dans l'éducation environnementale, mais celle-ci implique un véritable changement de mentalité face à la gestion des ordures. Chacun doit prendre ses responsabilités. Car le bon geste face aux ordures n'est pas inné, il s'enseigne. Les autorités devraient renforcer leur soutien en améliorant le cadre économique et commercial afin de permettre à ces entreprises de jouer pleinement leur rôle dans la transition écologique. Je pense que le soutien aux jeunes entrepreneurs est un point important. Comment on arrive à appuyer les initiatives innovantes, comment on peut favoriser les accès au crédit par exemple, ou appuyer des innovations. Je pense que ça c'est vraiment quelque chose qui est important et qui est essentiel. Comment on crée un environnement économique qui est favorable à ces initiatives et aussi à la prise de risque quelque part pour ces entrepreneurs. Donc ça c'est vraiment pour moi dans le cadre de la valorisation des déchets un point essentiel. Le Salon des ordures et des alternatives respectueuses de l'environnement
se tient aujourd'hui 17 et demain 18 avril au Carlton à Nancy. Un concours y récompensera les nouvelles technologies, valorisant des idées novatrices, utilisant des matériaux simples, inclusifs et respectueux de l'environnement.